Mon nom est Elena, je suis chirurgienne depuis plus de 20 ans et, tout au long de ma carrière, j'ai été témoin de situations que la médecine seule ne peut pas expliquer. Je suis entrée dans cette profession en croyant que le savoir et la technique suffiraient, mais la vie m'a rapidement montré qu'il existe des moments où la science et la foi se rencontrent dans une même salle, et c'est de l'un de ces moments que je veux vous parler aujourd'hui. C'était lors d'une garde de nuit, dans un bloc, opératoire bondé, que j'ai entendu une phrase qui résonne encore dans mon esprit. C'est inutile de continuer. Ces mots sont sortis de la bouche d'un collègue expérimenté, au milieu d'un cas désespéré. À chaque seconde, il semblait que la vie du patient s'échappait entre nos mains, et tout indiquait que le combat touchait à sa fin. Mais ce qui s'est passé dans cette salle est allé bien au-delà de la logique. J'y étais, j'ai vu de mes propres yeux, et je peux l'affirmer, il n'existe ni livre, ni manuel, ni formation qui prépare un médecin à être témoin de l'impossible. C'est cette histoire réelle que je vais partager avec vous maintenant. L'histoire d'un patient qui, face à la sentence qu'il n'y avait plus rien à faire, a trouvé un chemin qu'aucun de nous n'attendait. C'est inutile de continuer. Ces mots ont été prononcés dans une salle d'opération, au beau milieu de la nuit, alors que la vie d'un patient s'échappait devant nos yeux. Quand j'ai entendu cela, un silence lourd a envahi la pièce. C'était comme si, soudain, tout le monde avait senti que nous étions sur le point de perdre. Pour un médecin, cette phrase sonne comme une sentence, car elle signifie que la science a atteint sa limite. Mais à cet instant, quelque chose en moi a refusé d'accepter. Et avant de continuer cette histoire, j'ai besoin de votre aide. Pour que YouTube diffuse cette vidéo et que davantage de personnes connaissent des récits comme celui-ci, nous avons besoin d'engagement. Alors, faites un geste de foi avec moi. Écrivez en commentaire « Je crois au miracle ». Si nous atteignons au moins 100 commentaires, ce message d'espérance ira encore plus loin. Revenons à ce jour-là. L'ambiance était tendue. Le moniteur cardiaque émettait des signaux d'alerte à répétition. Les chiffres chutaient trop vite, et chaque seconde pesait comme une éternité. Je regardais le visage du patient, pâle, vulnérable, totalement livré à nos mains, et je savais que nous marchions sur une ligne presque invisible entre abandonner et continuer. L'équipe, épuisée, tentait tout ce qui était possible. Les pinces passaient de main en main, les compressions thoraciques s'alternaient en silence, et la pression dans la salle devenait presque suffocante. C'est alors que le collègue à mes côtés, un professionnel d'une expérience indiscutable, secoua la tête et murmura « C'est inutile de continuer ». Ces mots tranchèrent l'air comme une lame. Mais au lieu de céder, quelque chose en moi s'est allumé. Je ne sais pas si c'était l'instinct, la foi, ou simplement le refus d'accepter que cette vie s'achève là, devant nous. Tout ce que je savais, c'est que ce n'était pas fini. Ce qui s'est produit ensuite est quelque chose que je n'oublierai jamais. Une suite de minutes qui ont défié la logique, la science, et même notre propre compréhension du possible. J'étais là, j'ai vu, et c'est cette histoire réelle que je vais partager avec vous. Cette nuit-là, quand le patient est arrivé à l'hôpital, la tension se faisait déjà sentir. C'était un homme de 52 ans, nommé Roberto. Je me souviens bien de son visage, pâle et en sueur, alors qu'on le poussait en urgence sur une civière dans les couloirs. Ses yeux mi-clos trahissaient la douleur, mais aussi quelque chose de plus profond. La peur de celui qui sait qu'il est au bord d'une limite. Roberto n'était pas pour moi un simple patient de plus. Il représentait tant d'hommes et de femmes qui, au fil de leur vie, repoussent les soins, de base pour leur propre santé, croyant toujours que, demain il sera encore temps. Travailleur dévoué, père de 3 enfants, il avait passé des années à mettre les besoins de sa famille avant les siens. Sa femme m'avait confié, quelques minutes avant l'opération, qu'il n'aimait jamais aller chez le médecin. Il disait qu'un corps fort ne se brise pas facilement, furent ses mots, la voix tremblante, tenant sa main alors que l'équipe préparait les appareils. Le diagnostic était grave. Une complication abdominale soudaine, nécessitant une intervention immédiate. C'était l'un de ces cas où il n'y a pas de place pour le doute ou le délai, où nous opérions sur le champ, où sa vie risquait de s'achever dans les heures suivantes. Je me souviens d'avoir regardé ses enfants, encore dans la salle d'attente, et d'avoir ressenti le poids de ce qui allait se jouer. 2 adolescentes serrées l'une contre l'autre dans les bras de leur mère, et le plus jeune, à peine 9 ans, pleurant en silence, incapable de comprendre pleinement la gravité de la situation. Dans ces moments-là, il ne s'agit pas seulement de bistouri et de sutures. C'est toute l'histoire d'une famille qui repose sur nous, espérant que nous puissions inverser le destin en sa faveur. Dans la salle, pendant que l'équipe organisait le matériel chirurgical, mon cœur battait plus vite.
J'avais déjà affronté des situations complexes auparavant, mais chaque patient est unique et chaque vie porte un poids inestimable. L'image de Roberto, anesthésié et nous confiant aveuglément sa vie, m'accompagne encore. Il est entré en silence, mais ce silence semblait crier. Sa femme, quelques minutes avant d'être éloignée, m'a saisi le bras. Les yeux pleins de larmes, la voix presque éteinte. Elle a murmuré « S'il vous plaît, docteur, ramenez-moi mon mari. Mes enfants ont besoin de lui. J'ai besoin de lui. » Cette supplique a résonné en moi pendant toute l'intervention. À cet instant, Roberto a cessé d'être un simple patient. Il est devenu un père, un mari, un ami, un être humain qui avait encore tant à vivre. Et nous étions responsables de lui offrir cette chance. Le début de l'opération fut tendu, mais conforme aux standards attendus. L'équipe travaillait avec rigueur, chaque geste était calculé et précis. Pourtant, à mesure que nous avancions, les complications se révélèrent bien plus graves que prévu. L'hémorragie était intense, la tension chutait rapidement, et à chaque minute, la marge de sécurité se réduisait davantage. C'est dans ce contexte que j'ai compris que nous étions sur le point d'affronter non seulement une bataille médicale, mais aussi une bataille contre l'impossible. Et, même si l'espoir subsistait, l'ombre de cette phrase que j'allais bientôt entendre « C'est inutile de continuer » semblait déjà rôder silencieusement dans la salle. L'opération de Roberto avait commencé sous une concentration absolue. L'équipe se déplaçait avec précision. Les instruments passaient de main en main, les moniteurs étaient ajustés, et l'anesthésiste gardait les yeux fixés sur les constantes vitales. Pendant quelques minutes, il semblait que nous pourrions maintenir le contrôle de la situation. Mais très vite, les premiers signes de complications apparurent, et l'équilibre fragile qui soutenait cette vie commença à s'effondrer. Le saignement s'intensifia de manière inattendue. Malgré les compresses, la cautérisation et toutes les ressources utilisées, c'était comme essayer de contenir un torrent avec les mains. La pression artérielle chutait de minute en minute, et le moniteur lançait des sons aigus qui, pour quiconque a déjà été dans un bloc opératoire, sonnent comme un véritable signal d'alarme de danger imminent. Chaque bip était un rappel cruel que le temps n'était pas de notre côté. Pendant que nous opérions, j'observais la pâleur croissante sur le visage de Roberto. L'anesthésiste annonçait des chiffres de plus en plus bas, et l'équipe infirmière se démultipliant pour préparer des poches de sang, courant contre la montre. La sueur coulait sur mon front sous le masque, non seulement à cause de la chaleur des lampes, mais surtout à cause de la conscience que nous étions face à une situation extrêmement délicate. À ce moment-là, les regards commencèrent à se croiser en silence. Une sorte de communication muette que seuls ceux qui ont déjà vécu une urgence peuvent en comprendre. Il n'y avait pas de panique, mais la conscience que nous marchions en terrain dangereux. Chaque geste devait être rapide, mais précis. Une erreur pouvait coûter la dernière chance. Soudain, le moniteur émit un son plus long, indiquant une chute brutale des battements cardiaques. Le cœur de Roberto faiblissait. L'anesthésiste annonça d'une voix ferme. Bradycardie sévère. L'atmosphère, déjà tendue, devint suffocante. Nous avons lancé immédiatement les manœuvres de soutien. Des médicaments furent administrés, et l'équipe d'anesthésie se préparait à des interventions plus drastiques. C'est alors qu'un des collègues chirurgiens, expérimenté, aguerri par des années de médecine, secoua la tête et murmura « C'est inutile de continuer ». Ces mots traversèrent le silence de la salle, comme un verdict. Pour lui, la situation était perdue. Un frisson me parcourut l'échine. Entendre cela, alors que je luttais encore de toutes mes forces pour stabiliser Roberto, fut comme porter un poids supplémentaire sur mes épaules. Une partie de moi comprenait, son expérience, disait qu'il n'y avait plus rien à faire, mais une autre partie criait en moi que nous ne pouvions pas abandonner. Je suis restée ferme, guidant l'équipe, demandant des compresses, ajustant des sutures, cherchant chaque alternative possible. Mais la vérité, c'est qu'à cet instant, la médecine semblait insuffisante. C'était comme courir sur une route qui mène à un précipice. La respiration dans la pièce était lourde. La fatigue physique se mêlait à la pression psychologique. L'horloge semblait accélérée, et chaque seconde devenait un ennemi. L'image de l'épouse de Roberto me tenant le bras et suppliant « Ramenez-moi mon mari » me traversait comme une flèche. C'est dans ce décor de quasi-abandon que quelque chose d'inattendu commença à se produire. Quelque chose qui allait changer le cours de cette nuit et que je n'oublierai jamais. Le moniteur cardiaque de Roberto émit un son continu qui fit geler toute la salle pendant une seconde.
C'était la ligne presque plate sur l'écran que personne ne voulait voir. Son cœur venait de s'arrêter. L'anesthésiste annonça avec fermeté « Arrêt cardio-respiratoire ». Cette phrase, bien que technique, porte toujours le même poids. Le patient est entre la vie et la mort, et nous n'avons que quelques instants pour agir. Nous avons immédiatement commencé les manœuvres de réanimation. Des compressions thoraciques rythmées, de l'adrénaline injectée, une ventilation contrôlée. Chaque étape exécutée avec la précision de ceux qui se sont entraînés des dizaines de fois pour ce moment. Et pourtant, la réponse ne venait pas. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Le corps de Roberto ne réagissait pas. La sensation qu'il nous échappait définitivement commençait à envahir l'équipe. C'est alors que j'ai entendu de nouveau la voix ferme de mon collègue. C'est inutile de continuer. C'était la reddition d'un homme expérimenté devant la statistique implacable. L'air de la salle s'alourdit encore. L'anesthésiste me regarda comme pour chercher une décision finale. Et je l'avoue, l'espace d'une fraction de seconde, j'ai pensé céder. Mais à cet instant précis, quelque chose de plus grand se produisit. Alors que nous poursuivions les manœuvres, un silence profond envahit mon esprit. Tout autour semblait lointain. Le bruit des machines, les voix pressées, même le poids de mes propres pensées. Dans ce vide momentané, le souvenir de la femme de Roberto apparut dans mon esprit comme un murmure. « S'il vous plaît, docteur, ramenez-moi mon mari. » Cette phrase m'a transpercée comme une prière. Ce n'était pas seulement une supplication, c'était une demande chargée de foi, adressée à moi, mais aussi à l'invisible. Et c'est à ce moment que cela arriva. Alors que l'espoir se dissipait déjà, le moniteur émit un son différent. Un petit bip, fragile, presque imperceptible, apparut sur le tracé de l'écran. L'anesthésiste ouvrit grand les yeux. Retour d'activité cardiaque. Cette phrase explosa comme une étincelle, dans le silence. Soudain, le cœur de Roberto recommença à battre. D'abord lent, irrégulier, mais vivant. Puis, avec une force croissante, jusqu'à se stabiliser dans un rythme que plus personne n'osait espérer. Toute l'équipe retint son souffle. Certains se regardèrent, incrédules. C'était comme voir quelqu'un qui avait franchi la frontière de la mort faire demi-tour et revenir. Moi, qui avais déjà affronté tant d'urgences, je sentis mes mains trembler sous les gants. Cela ne s'expliquait pas, uniquement par la technique. Ce n'était pas seulement le protocole qui fonctionnait, c'était autre chose. L'hémorragie, qui paraissait incontrôlable, diminua de façon inattendue. Les sutures commencèrent à tenir plus efficacement, et peu à peu, nous parvînmes à stabiliser les paramètres vitaux. C'était comme si, contre toute probabilité, le corps de Roberto avait décidé de se battre une fois de plus. À cet instant, personne ne parla. La salle, qui quelques secondes plus tôt baignait dans le chaos et le désespoir, fut enveloppée par un silence solennel. Chacun de nous savait que nous venions d'être témoins de quelque chose de rare, de quelque chose qui ne se trouve dans aucun manuel de médecine. J'ai fermé les yeux un instant, pris une profonde inspiration, et j'ai remercié en silence. Je ne sais pas si j'ai remercié la science, la vie, Dieu, ou quelque chose de plus grand que je ne peux pas nommer. Tout ce que je sais, c'est qu'au fond de moi, la certitude était claire. Nous venions d'assister à un miracle. Roberto sortit de la chirurgie vivant, encore fragile, mais respirant par lui-même, avec un cœur qui avait décidé de ne pas abandonner. Et lorsque ses battements résonnèrent de nouveau avec force sur le moniteur, chacun de nous, dans cette salle, sut qu'un événement inexplicable venait de se produire. Quand l'opération prit fin et que Roberto fut emmené en soins intensifs, la salle resta silencieuse quelques instants. Personne n'osait briser ce moment. Nous, médecins, apprenons très tôt à faire confiance à la technique, à étudier les protocoles, à suivre la science avec discipline. Mais cette nuit-là, nous savions tous qu'il s'était passé quelque chose de plus. Je suis restée quelques secondes à regarder mes mains encore tremblantes sous les gants. Ce n'était pas la première fois que j'affrontais une situation critique, mais il y avait là quelque chose de différent. La phrase « c'est inutile de continuer » résonnait dans mon esprit, comme une ligne de partage, entre abandonner et insister. Et c'est précisément au moment où tout semblait perdu que la vie décida de refleurir. Peu importe le nombre d'années d'expérience qu'on porte, il existe des moments qui nous mettent à genoux devant le mystère. Et je l'avoue, en tant que médecin, j'ai passé de nombreuses nuits blanches à chercher des explications rationnelles à des cas comme celui-ci. Mais, aussi avancée que soit la médecine, elle n'aura jamais toutes les réponses. Peut-être est-ce cette limite qui nous rappelle que nous sommes humains. Alors que Roberto se stabilisait, je pensais à son épouse, qui m'avait tenu le bras avant l'opération,
les yeux pleins de larmes, suppliant « Ramenez-moi mon mari ». Et je pensais à ses enfants, attendant dans le couloir, sans savoir qu'à cet instant précis, quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. La force de la foi de cette famille semblait avoir traversé les murs froids de la salle d'opération. Je ne suis pas là pour brandir un drapeau religieux, ni imposer des croyances. Mais ce que j'ai vécu cette nuit-là m'a appris quelque chose qu'aucun cours ne peut enseigner. La médecine est un pont, mais il existe un territoire qui la dépasse. Et lorsque ce territoire se manifeste, nous appelons cela un miracle. Je sais que certains, en entendant cette histoire, diront que ce fut seulement de la chance, que les manœuvres de réanimation ont fonctionné dans la limite statistiquement possible. Oui, peut-être. Mais quand vous êtes là, devant un corps inerte qui soudain recommence à battre, devant un cœur qui décide de lutter contre toutes les probabilités, vous comprenez que certaines expériences échappent au graphique et au manuel. Et c'est ce message que je veux vous transmettre aujourd'hui. Si, dans votre vie, vous avez déjà entendu quelqu'un dire « C'est inutile de continuer », ne prenez pas ces mots comme une sentence. Parfois, l'impossible n'a besoin que d'un instant pour se manifester. Et cet instant peut tout changer. Quand je me souviens du regard de Roberto quelques jours plus tard, déjà conscient, tenant la main de sa femme et esquissant un faible sourire à ses enfants, je sens que chaque seconde de lutte cette nuit-là en valait la peine. Cela valait pour eux, cela valait pour la vie, cela valait pour le miracle qui s'était révélé. Des histoires comme celle-ci me rappellent qu'être médecin, ce n'est pas seulement maîtriser des techniques, mais aussi rester ouvert au mystère. Et au fond, je crois que c'est cela qui nous relie les uns aux autres, la capacité de croire qu'il existe toujours une chance, même quand tout semble perdu. Les premières minutes après l'opération furent d'une tension absolue. Malgré le retour des battements cardiaques, nous savions que Roberto restait sur une ligne fragile, marchant entre la vie et la mort. Il fut transféré en soins intensifs, encore intubé, surveillé par une équipe complète. Le silence qui accompagna son trajet de la salle d'opération à l'unité de soins intensifs était différent. Ce n'était pas le silence de la défaite, mais celui de ceux qui avaient été témoins d'un événement inexplicable et portaient désormais la responsabilité de protéger ce miracle naissant. En réanimation, chaque alarme des moniteurs semblait amplifiée. L'équipe restait en alerte, comme si la moindre inattention pouvait éteindre cette flamme de vie revenue. Moi-même, je restais des heures au chevet de son lit, observant chaque battement enregistré sur le moniteur. Le cœur de Roberto, qui s'était arrêté, insistait maintenant pour poursuivre son rythme. C'était comme assister à une renaissance, mais lente, presque entêtée. Le matin suivant, je me rendis dans la salle d'attente. L'épouse de Roberto était là, les yeux rougis d'avoir tant pleuré, et les enfants épuisés, certains endormis sur des chaises inconfortables. Quand elle me vit, elle se leva aussitôt. Je me souviens de sa question, chargée de peur. « Est-il vivant ?» Je la regardai droit dans les yeux et répondis « Oui, il est vivant, et il se bat. » Elle s'effondra en larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes d'espérance. Les filles coururent pour l'enlacer, et même le plus jeune, qui jusque-là n'osait affronter la situation, esquissa un sourire timide. C'est dans ces moments qu'on comprend que nous ne sauvons pas seulement un corps. Nous sauvons des histoires, des liens, des avenirs entiers qui auraient pu être brisés. Les jours suivants furent faits de haut et de bas. Roberto resta sous sédation, respirant avec l'aide de machines, tandis que l'équipe surveillait chaque détail. Tension, oxygénation, fonction rénale, niveau de conscience. Le risque demeurait élevé, mais chaque matin il montrait de nouveaux signes de résistance. Peu à peu, il commença à réagir aux stimulations, à bouger les doigts, à serrer légèrement les mains. De petits gestes, certes, mais pour sa famille, il représentait un immense espoir. Je me souviens surtout du moment où nous avons réduit la sédation progressivement. Quand Roberto ouvrit les yeux pour la première fois, la pièce sembla s'illuminer. Son regard, d'abord confus, se fixa rapidement sur son épouse, qui se tenait à ses côtés. Elle lui saisit la main avec une telle force qu'on aurait dit qu'elle voulait fusionner sa vie à la sienne. Il n'avait pas encore de voix, mais les larmes qui coulèrent sur ses joues disaient tout. Il savait qu'il était vivant, et il savait combien cela signifiait. Quelques jours plus tard, encore faible, il réussit à prononcer quelques mots. Sa première phrase fut simple, mais d'une intensité bouleversante. « Je suis revenu. » Personne, dans cette pièce, ne put retenir ses larmes. L'épouse sanglotait, les enfants riaient et pleuraient en même temps, et même certains membres de l'équipe médicale furent submergés par l'émotion.
Car pour nous, ce n'était pas seulement la victoire d'une chirurgie réussie, c'était la preuve que la vie pouvait défier les statistiques, les protocoles et même la logique. Le processus de récupération fut long. Roberto eut besoin de physiothérapie intensive, d'un régime adapté et d'un suivi constant. Mais chaque jour apportait une surprise. Il passa du fauteuil roulant au premier pas avec appui, des pas hésitants aux courtes marches, et, avec le temps, il parvint à reprendre sa routine. Chaque fois que je pense à ce cas, je me rappelle qu'en médecine, nous apprenons à calculer les probabilités. Mais Roberto m'a enseigné que, peu importe combien nous mesurons les risques, la vie garde toujours une marge pour l'extraordinaire. Quand Roberto commença à se rétablir, ce ne fut pas seulement sa famille qui reçut une seconde chance. Chacun de nous, dans cette salle d'opération, fut transformé. Médecin, infirmier, technicien. Nous avons tous porté cet épisode comme une marque, car, même pour ceux qui côtoient chaque jour la mince frontière entre vie et mort, il est rare d'être témoin de quelque chose qui défie totalement les statistiques. Dans les jours qui suivirent, nous en parlions entre nous, lors de courts instants de répit. Certains collègues plus sceptiques préférèrent croire que tout n'avait été qu'une coïncidence rare, que le protocole de réanimation avait fonctionné à la limite du possible, que la réponse du corps de Roberto n'était qu'une variable inattendue, mais toujours inscrite dans la logique médicale. D'autres, cependant, admettaient en silence qu'il y avait eu là quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépassait toute explication rationnelle. Je me souviens bien d'une infirmière expérimentée qui, en voyant Roberto ouvrir les yeux pour la première fois, me dit doucement « Docteur, je travaille en soins intensifs depuis 20 ans et j'ai vu beaucoup de choses, mais je n'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti aujourd'hui. C'était comme si quelqu'un avait soufflé la vie de nouveau en lui. Ces paroles sont restées en moi, car peu importe à quel point nous essayons de nous blinder émotionnellement, certains instants franchissent toutes les barrières, et c'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Pour moi, en tant que médecin, cet épisode est allé encore plus loin. J'ai passé des nuits entières à revivre la scène où mon collègue murmurait « C'est inutile de continuer ». Ces mots auraient pu marquer la fin de l'histoire. Nous aurions pu abandonner. Et pourtant, nous avons choisi d'insister. C'est cette persévérance, alliée à quelque chose qui nous dépasse, qui a ouvert la porte au miracle. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est l'humilité que cette expérience m'a apportée. Car, face à de tels cas, nous comprenons que nous ne sommes pas les maîtres de la vie. Nous ne sommes que des instruments, les vecteurs d'une science qui sauve, mais qui atteint parfois ses limites. Et lorsque ces limites sont franchies, il ne reste qu'une chose, la révérence. Certains collègues m'ont confié, après coup, que le cas de Roberto avait rallumé en eux une flamme, qui s'était éteinte depuis longtemps. La routine hospitalière peut être cruelle, des gardes interminables, des mauvaises nouvelles à répétition, la sensation de perdre plus de batailles qu'on en gagne. Avec le temps, il est facile de se laisser endurcir. Mais cette nuit-là fut différente. C'était comme si nous avions tous été rappelés à la raison pour laquelle nous avions choisi la médecine. Nous battre pour la vie, même lorsqu'elle semble s'échapper. En tant que femme et médecin, cette expérience a eu pour moi une autre dimension encore. Je me suis rappelé les paroles de l'épouse de Roberto, prononcées avant l'opération. « S'il vous plaît, ramenez-moi mon mari. Mes enfants ont besoin de lui. » Cette phrase m'a accompagnée comme une responsabilité immense, mais aussi comme un rappel de la foi que l'on place en nous. Ce jour-là, je n'ai pas seulement porté des bistouris et des protocoles. J'ai porté des espoirs, des prières, des rêves d'une famille entière. Et peut-être est-ce pour cela que je n'ai jamais oublié le regard de Roberto, encore faible, lorsqu'il a finalement dit « Je suis revenu ». Ce n'était pas seulement lui qui revenait, c'était aussi une part de nous, de notre humanité, de notre capacité à croire en l'improbable. Ce cas est resté un sujet de conversation parmi l'équipe pendant des mois. Certains employèrent le mot « miracle » sans crainte, d'autres préféraient parler de « coïncidence ». Mais peu importe les étiquettes, nous étions tous d'accord sur un point. Nous avions été témoins de quelque chose qui ne s'oubliera jamais. Et moi, en tant que médecin, j'ai appris qu'il existe des histoires qui n'appartiennent ni seulement à la science, ni seulement à la foi. Elles appartiennent à la vie, dans sa forme la plus mystérieuse. Lorsque je raconte l'histoire de Roberto, ce n'est pas uniquement pour parler d'un cas médical impressionnant. C'est pour rappeler à chacun de vous, qui m'écoutez, quelque chose que vous avez peut-être déjà ressenti dans votre propre vie. Cet instant où tout semble perdu, où l'espoir paraît avoir disparu, et où surgit pourtant une force inattendue qui change complètement le cours de l'histoire.
Combien de fois avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « c'est inutile de continuer », peut-être face à un diagnostic de santé, à un problème familial, à une difficulté financière, ou même dans un moment de douleur émotionnelle. Ces mots ont le pouvoir de nous paralyser, de nous convaincre qu'il n'y a pas d'issue. Mais la vérité, c'est que la vie, bien souvent, insiste pour nous surprendre. Ce que j'ai vu dans cette salle d'opération n'a pas été seulement la récupération d'un corps, c'était la preuve qu'il existe toujours une chance, même infime, pour que l'impossible se produise. Et cela ne vaut pas seulement pour les hôpitaux, cela vaut pour tous les aspects de notre existence. Roberto était suspendu à un fil. Et pourtant, au moment où tout semblait perdu, quelque chose s'est manifesté et a réécrit son histoire. Si cela peut arriver dans une salle froide, entourée de machines, de bistouris et de regards fatigués, pourquoi cela ne pourrait-il pas arriver dans votre vie aussi? Peut-être traversez-vous quelque chose qui vous semble plus grand que vous? Peut-être avez-vous déjà entendu des voix dire qu'il ne sert à rien de lutter, qu'il vaut mieux abandonner. Mais je suis là, en tant que médecin et témoin, pour vous dire, ne prenez pas cette phrase comme une vérité absolue. La vie a une capacité incroyable à se réinventer, surtout quand on s'y attend le moins. Bien sûr, la médecine, la science et l'effort humain sont fondamentaux, mais il existe une dimension que nous ne contrôlons pas. Et c'est précisément dans cette dimension que, souvent, les plus grands miracles surgissent. Voilà pourquoi il ne faut jamais sous-estimer la force de croire, de garder l'espérance, de faire un pas de plus même lorsque tout semble conspirer contre nous. Quand j'ai vu Roberto ouvrir les yeux, quelques jours plus tard, et dire d'une voix faible « Je suis revenu », j'ai compris que cette phrase ne parlait pas seulement de lui. Elle parlait de nous tous, de la vie qui insiste à revenir, de l'espérance qui insiste à renaître, de la foi qui insiste à résister. Et peut-être est-ce justement le message que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. N'abandonnez pas. Même quand on vous dit qu'il n'y a plus de solution, même quand tout paraît contraire, continuez. Parfois, c'est précisément au moment où l'on renonce que le miracle était sur le point de se produire. Je ne sais pas quelle est votre lutte aujourd'hui, mais je sais que vous avez plus de force que vous ne l'imaginez. Et si l'histoire de Roberto a un sens, c'est de rappeler qu'il existe toujours une issue, même lorsqu'elle paraît invisible. Quand je pense à son histoire, je ne me souviens pas seulement de la salle d'opération, du son des moniteurs ou de la lumière intense des projecteurs. Je me souviens du poids de ces mots prononcés dans le désespoir. C'est inutile de continuer, et de la façon dont, contre toutes les probabilités, la vie a choisi de répondre autrement. Je me souviens des larmes de soulagement de son épouse, des enfants serrant leur père déjà conscient, et de toute l'équipe en silence, reconnaissant que nous avions été témoins de quelque chose de bien plus grand que nous. Des histoires comme celle-ci ne s'impriment pas seulement dans la mémoire, elles marquent aussi l'âme. Elles nous rappellent que la médecine, aussi avancée soit-elle, ne contrôle pas tout. Il existe des limites que la science respecte, mais que la vie s'obstine à défier. Et c'est précisément dans ces moments que surgissent les événements que nous appelons miracles. Je pourrais, comme médecin, tenter d'expliquer chaque détail avec des termes techniques, citer des statistiques, évoquer des articles scientifiques sur les reprises improbables après des arrêts cardiaques. Mais, au fond, rien de tout cela ne traduit ce que nous avons vécu cette nuit-là. Car la vérité, c'est que ce qui s'est produit allait au-delà d'un simple événement physiologique. C'était la manifestation de quelque chose de plus grand, qui touche non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, emportez cette certitude. Aussi sombre que paraisse le chemin, il y a toujours une possibilité de lumière. Peut-être infime, peut-être improbable, mais elle existe. Et si vous continuez, il se peut que vous découvriez que c'était justement là, au bord du précipice, que le miracle vous attendait. L'histoire de Roberto n'est pas seulement la sienne. Elle appartient à tous ceux qui ont déjà été confrontés à un diagnostic difficile, à un moment de perte, à une bataille insupportable. Elle appartient à chaque personne à qui on a déjà dit que cela ne valait pas la peine d'essayer. Et elle est aussi la vôtre, si vous avez besoin aujourd'hui de la force de croire que l'impossible peut se réaliser. Moi, en tant que médecin, j'ai appris à ne jamais sous-estimer la capacité de la vie à surprendre. Et, en tant qu'être humain, j'ai appris à ne jamais abandonner, même quand tout semblait perdu. Alors, si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, laissez un « j'aime » sur cette vidéo.
Cela aide à partager ce message d'espérance avec davantage de personnes. Abonnez-vous à la chaîne, car ici je partage des récits réels, vécus à l'hôpital, mais qui portent des leçons pour nous tous, à l'intérieur comme à l'extérieur de ces murs. Et ne partez pas encore. Cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît déjà à l'écran. Je vous le promets, c'est une histoire aussi forte que celle-ci, et je suis certaine qu'elle éveillera en vous la même réflexion. Je ne vais pas vous révéler son titre, mais je peux vous dire qu'il est impossible de la regarder sans être ému. Au fond, c'est cela que nous cherchons. Nous rappeler que la vie trouve toujours un moyen de continuer, même lorsque tout semble perdu.